Bonjour, donc je remercie Vincent de m'avoir invité pour parler des comètes, qui sont des objets très intéressants pour comprendre l'histoire du système solaire et peut-être également l'histoire de nos origines. Donc je vais faire un exposé tout d'abord sur ce qu'on sait de la composition des comètes, et ensuite je vous parlerai de derniers résultats qui ont été obtenus avec le satellite Herschel et qui ont des relations avec le sujet de cette journée. Donc vous voyez ici deux images de comètes. La première est une image de la comète Hale-Bopp. C'est l'image familière que vous avez des comètes avec leurs deux queues. Et vous voyez à droite une image du noyau de la comète Tempel 2 qui a été survolée par la sonde Deep Impact. Et vous voyez ici le nuage d'impact suite à l'envoi du projectile. Alors les comètes sont intéressantes à étudier parce que ce sont les résidus de la formation des planétésimaux, c'est-à-dire ce sont les planétésimaux, les restes des planétésimaux qui ont conduit à la formation des planètes. Dans cette image, je vous ai montré deux comètes, et en fait ces comètes sont différentes. La première est une comète de longue période qui provient d'un nuage qui s'appelle le nuage de Oort, et la deuxième est une comète de courte période dont l'origine est très probablement la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire cette ceinture de petites planètes qui est située au-delà de l'orbite de Neptune. Donc je vous montre ici plus précisément l'origine des comètes. Donc vous voyez, et les deux réservoirs, donc vous voyez un schéma en fait de notre système solaire avec les planètes qui orbitent autour du Soleil. Vous voyez cette bulle de petits corps qui est le nuage de Oort, qui est situé environ à 10 000 USI astronomiques. Et entre le système solaire interne et ce nuage de Oort, vous avez ce qu'on appelle la ceinture des Kuiper. Donc les comètes, comme la comète de Hale-Bopp, à longue période, provient du nuage de Oort. Par contre, ces comètes ont été formées au voisinage des planètes géantes et ont été renvoyées dans le nuage de Oort suite à l'interaction gravitationnelle des planètes. Par contre, les comètes à courte période, comme la comète Tempel 1, dont je vous ai montré l'image, en fait, donc provient très probablement de la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire se serait formé au-delà de Neptune. Donc ce qu'on voit, c'est que la formation des comètes est intimement liée à celle du système solaire. Comme je vous l'ai dit, ce sont les vestiges des planétésimaux présents dans les régions externes du système solaire qui ont formé les planètes géantes. Ce sont des objets très primitifs parce qu'ils sont restés dans des environnements très froids depuis leur formation, il y a 4,5 milliards d'années. Par exemple, la température d'un corps dans la ceinture de Kuiper est de l'ordre de 40 Kelvin, c'est-à-dire moins 230 degrés Celsius, donc il fait extrêmement froid, ce qui évite certaines modifications chimiques de leur antérieur. On peut s'attendre toutefois à ce qu'il y ait eu quelques modifications, en particulier parce que la ceinture de Kuiper est relativement peuplée, donc il y a pu y avoir des collisions et donc des modifications en conséquence liées à ces collisions. Parce que ce sont des objets primitifs, donc ils nous renseignent sur les propriétés chimiques du système solaire primitif, c'est-à-dire du disque de la nébuleuse solaire. Et donc leurs propriétés chimiques peuvent nous permettre de répondre à quelques questions. Par exemple, que reflète la composition des comètes? Est-ce la matière interstellaire, c'est la matière du nuage présolaire avant son effondrement, c'est-à-dire est-ce que les comètes ont gardé la mémoire de la composition du nuage présolaire? C'était une théorie qui avait été mise dans les années 80 par Mayo Greenberg. Ou bien est-ce que la matière que contient les comètes s'est formée dans les régions internes du disque, c'est-à-dire très près de l'étoile, ou dans les régions externes du disque,
c'est-à-dire qu'elle se serait formée par réaction lorsque le disque protoplanétaire s'est formé, et par les réactions, la chimie qui avait lieu dans les régions externes du disque. Une question auxquelles les personnes qui travaillent sur les comètes essayent de répondre, c'est à savoir, est-ce que les comètes du nuage de Oort et celles de la ceinture de Kuiper ont-elles des compositions identiques, puisqu'on peut s'attendre à ce que ces comètes-là se soient formées à des régions différentes dans le disque. Et finalement, plus particulièrement dans le cadre, ce qui rentre un peu dans le cadre de ce colloque, quel est le rôle des comètes dans l'apport de l'eau sur la Terre, et également dans l'apport des molécules prébiotiques des éléments organiques. Donc je vais vous faire maintenant un bilan de la composition chimique des comètes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on n'observe pas, on ne mesure pas directement la composition du corps en lui-même, mais on mesure la composition de l'atmosphère qui se crée quand la comète approche près du Soleil. Et c'est en mesurant cette composition qu'on arrive à déduire la composition à l'intérieur du noyau cométaire. Donc pour l'instant, les mesures sont assez indirectes, mais on a des bonnes raisons de penser que la composition qu'on mesure dans l'atmosphère est effectivement à peu près représentative de la composition du noyau. Alors cette composition, elle est étudiée à partir de télescopes au sol, dans tous les domaines de longueur d'onde, mais en particulier dans le domaine radio. Donc je vous montre ici le réseau d'antennes au plateau de Bure de l'IRAM, et aussi comme exemple le VLT qui permet des mesures de composition à partir du domaine infrarouge. Et je vous montre ici aussi l'expérience Stardust qui a fait l'objet d'un exposé l'année dernière, qui a permis de ramener des échantillons de grains cométaires sur Terre et d'analyser de façon assez précise ou nouvelle la composition des grains cométaires. Je vais un petit peu parler de ces résultats. Donc la composition des comètes, en fait, elle s'est faite progressivement et elle a été liée à l'amélioration des techniques d'observation et également au passage de comètes spécialement brillantes, puisque là, en fait, bien que les comètes vous apparaissent relativement brillantes, en fait, il est difficile de mesurer les composés, et spécialement quand on s'intéresse aux composés peu abondants. Donc vous voyez ainsi un petit peu comment les progrès sur notre connaissance des comètes ont évolué, et vous voyez en particulier que l'essentiel de notre connaissance, des molécules qui ont été identifiées, ont été faites, ces connaissances, pendant le passage de deux comètes, la comète Hyakutake, qui est passée très près de la Terre, et la comète Hale-Bopp, qui était une comète particulièrement active et très brillante. Vous voyez ici des exemples de spectres infrarouges, où on voit ici, donc je ne vais pas vous montrer dans le détail, mais en fait l'identification de composés comme le méthane ou le méthanol ou l'éthane. Et ici un exemple de comète, de spectre qui a été obtenu en ondes radio de la comète Hale-Bopp, qui a permis de détecter la molécule la plus complexe détectée par mesure télescopique, qui est l'éthylène glycol. Donc cette figure vous montre un peu un bilan des molécules qui ont été identifiées dans les comètes. Donc vous voyez ici la liste de ces molécules, en fait, qui sont organisées, donc les molécules oxygénées, les molécules qui contiennent à la fois du carbone, de l'oxygène, les molécules qui contiennent de l'azote et les molécules qui contiennent du soufre. Donc ce que vous pouvez observer, c'est qu'il existe une grande richesse de molécules qui ont été observées. Donc là, c'est à peu près une vingtaine identifiées. Les abondances de ces molécules, donc elles sont ici normalisées par rapport à l'eau, l'eau étant 100%. Donc on observe jusqu'à maintenant, sur ce diagramme, qu'il y a à peu près 5 ordres de grandeur entre la molécule la plus abondante, qui est la molécule d'eau, et la molécule la moins abondante, qui était détectée, la molécule de dioxyde du soufre. Ce qu'on observe, c'est qu'on a pu détecter des molécules complexes, la plus complexe détectée étant
l'éthylène glycol. On observe à la fois des molécules qui sont hydrogénées, oxygénées, des molécules saturées comme les hydrocarbures, CH4, C2H2, des molécules non saturées comme CH4, C2H2, des molécules saturées comme l'eau ou le méthanol. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que en fait, toutes ces molécules-là, on les trouve dans les régions de formation d'étoiles. Et si on essaye de regarder comment les abondances de ces molécules se comparent avec les abondances dans les régions de formation d'étoiles, on observe grosso modo une bonne corrélation. Donc ça, c'est un diagramme qui a été fait il y a longtemps, en 1997, mais qui trace en fait l'abondance par rapport au méthanol en fait, de molécules qui contiennent du carbone et de l'oxygène. Donc ces abondances sont normalisées par rapport au méthanol. Donc dans le cas de la comète Hale-Bopp, par rapport aux abondances dans le milieu interstellaire, dans certaines sources du milieu interstellaire, les zones de région de formation d'étoiles. Et ce qu'on observe, c'est que effectivement, on a une bonne corrélation entre ces abondances dans les deux types d'objets, ce qui laisse à penser que les mécanismes qui ont formé les molécules dans les comètes sont à peu près similaires aux mécanismes qui sont à l'œuvre dans le milieu interstellaire. Et donc cette chimie du milieu interstellaire a été étudiée par de nombreuses personnes avec des modèles chimiques complexes. Et ces mécanismes qui œuvrent dans le milieu interstellaire, en fait, sont des réactions ion-molécules et des réactions également à la surface des grains qui se passent à basse température. Donc la composition des glaces des comètes, parce que là, pour l'instant, ce que je vous parle de la composition des glaces, nous indique que ce sont les mêmes mécanismes que les mécanismes qui œuvrent dans le milieu interstellaire qui ont formé ces molécules. Alors, il est possible en fait que ces glaces, ces molécules qui sont présentes dans les glaces se sont formées dans le milieu présolaire, mais il est aussi possible que en fait cette composition des glaces cométaires trace la chimie qui s'est passée dans les régions extérieures du disque protoplanétaire, dans la nébuleuse protoplanétaire, dans le plan du disque, dans les régions extérieures, parce que les conditions thermique qui régnait et de ionisation était à peu près similaire aux conditions d'un milieu interstellaire. Alors je vous ai parlé de la composition moyenne des comètes, en fait, ce que je vous ai montré, mais en fait ce qu'on se rend compte, c'est que si on observe une comète et une autre, on observe quand même de fortes variations d'abondance d'une comète à l'autre. Donc une forte diversité. Toutes les comètes ne sont pas les mêmes. Donc je vous montre ici, en fait, pour illustrer, il s'agit en fait des histogrammes des abondances mesurées pour un certain nombre de molécules. Et donc en rouge, c'est les comètes du nuage de Oort, et en noir, c'est les comètes périodiques qui proviennent de la ceinture de Kuiper. Et donc on voit que pour certaines molécules, on observe une grosse dispersion. Donc vous voyez par exemple, dans le cas du méthanol, on observe une dispersion sur les abondances, hein, c'est des abondances par rapport à l'eau d'un facteur 10. Et cette dispersion, elle est observée à la fois pour les comètes qui proviennent du nuage de Oort et les comètes qui proviennent de la ceinture de Kuiper. Les comètes qui proviennent de la ceinture de Kuiper sont ainsi indiquées en noir. Donc ce qu'on observe en conclusion, c'est qu'il existe une grande diversité dans les deux populations de comètes, mais qu'il n'existe pas de différence notable, du moins à partir des abondances moléculaires entre les deux populations. En fait, on observe à partir d'autres études sur l'abondance des radicaux CN et C2 que les comètes de la ceinture de Kuiper sont plus enrichies en éléments carbonés, mais cette différence n'apparaît pas pour l'instant quand on s'intéresse à l'abondance des molécules qui sont présentes dans les glaces. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on n'a pas de corrélation entre la volatilité et la variabilité. Par exemple, la molécule HCN et la molécule, le méthanol, ont la même volatilité, c'est-à-dire que les glaces se subliment à des températures de l'ordre de 90 Kelvin. Par contre,
Pour HCN, on observe peu de variabilité dans les comètes, ce qui n'est pas le cas pour le méthanol, ce qui semble indiquer que cette diversité n'est pas liée à la facilité dont les glaces ont pu se condenser dans la nébuleuse solaire. Donc la composition des comètes, on penche plutôt et pourrait être vraiment représentatif de la composition de la nébuleuse directement, et pas lié ensuite aux conditions de température et à la condensation des glaces. Donc là, je vous ai parlé de la composition des glaces, à partir des mesures des volatiles dans les atmosphères. Nous avons aussi des informations sur la composition de la matière réfractaire. Quand les noyaux cométaires sont en activité, donc les glaces se subliment, et les glaces en se sublimant vont pouvoir soulever de la matière réfractaire qu'on appelle des grains de la poussière. Et grosso modo, on estime que dans un noyau cométaire, 50% de la matière est sous forme de glace et 50% de la matière est sous forme de grains. Donc, on s'intéresse ici à la matière réfractaire qui se trouve dans les grains. Cette matière réfractaire, ça on le sait depuis la comète de Halley, elle est composée à la fois de silicates et de matière organique. Elle est un peu mieux connue depuis le retour d'échantillons par la mission Stardust, qui a récolté en 2004, je crois, ou 2005, des grains dans la comète Will 2. Donc vous voyez ici en fait des traces de l'entrée de ces grains dans des capsules d'aérogel. Mathieu Gounel a fait un exposé, je pense, à ce sujet-là l'année dernière. Donc il a été possible en laboratoire d'analyser les grains qui ont été collectés dans cet aérogel. Et ce qu'on observe, c'est que les grains cométaires présentent des minéraux qui sont présents dans les météorites et qui ont été formés à haute température. En particulier, on observe une grande quantité d'olivine cristalline. C'est un composé sur Terre qu'on trouve dans les volcans. Et en fait, cette olivine cristalline, on ne la trouve pas dans le milieu interstellaire et elle n'a pu se créer en fait que dans les régions de la nébuleuse solaire, dans les régions à haute température. On observe aussi des minéraux qui sont trouvés dans les météorites, qui sont les minéraux les plus anciens du système solaire, comme les inclusions riches en calcium, aluminium, des chondrules. On observe également peu de grains présolaires. Par contre, on observe des silicates d'origine interstellaire, comme des silicates amorphes. Un résultat aussi important de la mission Stardust a été la détection d'acides aminés, en particulier l'acide aminé le plus simple qui est la glycine. Donc le résultat de cette étude qui est important, c'est que les comètes ont incorporé également des matériaux qui ont été formés à haute température dans les régions internes de la nébuleuse solaire, et que finalement si on s'intéresse à la composante réfractaire des comètes, il n'y a pas tellement de différence entre les grains cométaires et les météorites qui proviennent des astéroïdes. Et bien que dans le détail on observe certaines différences, mais qu'on a des matériaux similaires, donc un continuum entre les astéroïdes et comètes. L'importance de ces résultats, c'est que en fait la nébuleuse solaire a subi un important mélange radial avant que les planétésimaux se soient formés, quand la matière était encore sous forme de gaz et de petites poussières, et que les comètes qui se sont formées dans les régions extérieures du disque ont pu piéger cette matière qui s'est formée dans les régions internes du disque. Les mécanismes pour ce mélange radial, donc Sylvie en a un petit peu parlé, ça peut être la diffusion par turbulence dans le plan du disque. Et il a été montré que quantitativement ça permet d'expliquer la présence en particulier d'olivine cristalline dans les comètes. Il est possible aussi que
les grains, la matière présente dans les régions extérieures du disque était affectée par les radiations X subies sur les bords du disque. C'est 5 minutes? Ok. Donc maintenant je vais vous parler du deuxième aspect qui est relié à des mesures récentes qui ont été effectuées avec le satellite Herschel, à savoir sur le rapport deutérium-hydrogène dans l'eau des comètes. C'est une quantité qui est assez intéressante parce qu'il permet de tracer les conditions de formation de la molécule d'eau. Le rapport deutérium-hydrogène étant très sensible aux conditions de température, à la chimie qui se passe ion-molécule en fonction de la température. Et ce rapport aussi permet de quantifier la contribution des comètes aux océans terrestres. Alors en 2010, le rapport deutérium sur hydrogène avait été jusqu'en 2010 mesuré dans une 5-6 comètes et avait été trouvé être 2 fois la valeur des océans, impliquant que la contribution des comètes aux océans terrestres était plutôt limitée, inférieure à 10%. Et par ailleurs, comme le rapport deutérium-hydrogène dans les moyens, dans les chondrites carbonés, est similaire à celui des océans, des océans, il avait été supposé que l'eau de la Terre avait été essentiellement apportée par les astéroïdes. Alors, pour mémoire, on pense maintenant que la Terre s'est accrétée à partir de matériaux secs, pauvres en eau, et que l'eau des océans a été apportée et d'origine externe, a été apportée par des astéroïdes, des comètes ou des météorites. Et la théorie la plus acceptée pour l'instant, qui fait un consensus, est que en fait, la Terre, l'eau des océans a été apportée par une des dernières collisions de la Terre avec des groupes forts qui étaient riches en eau. Donc dans la dernière étape de formation de la Terre, et qu'une petite fraction de l'eau a pu être apportée un peu plus tardivement lors de ce qu'on appelle la phase de bombardement tardif, c'est-à-dire 700 millions d'années après la formation du système solaire. Donc des observations ont été faites pour mesurer le rapport d'essurage dans l'eau des comètes avec le satellite Herschel. Donc Herschel est un satellite qui a été lancé en 2009 par l'Agence spatiale européenne, et un programme de temps garanti avait pour objectif d'étudier l'eau dans le système solaire et en particulier l'eau dans les comètes. Donc il a été possible d'observer l'eau dans les comètes ainsi que la contrepartie deutérée qui est HDO. Donc vous voyez ici des images d'une comète, de l'eau dans une comète. Et donc il a été possible de mesurer le rapport deutérium sur hydrogène pour la première fois dans une comète de la ceinture de Kuiper. Donc il s'agit de la comète Hartley 2 qui par ailleurs a été visitée par une sonde spatiale de l'Agence spatiale de la NASA en 2010. Alors un résultat qui je pense est important, c'est que dans cette comète il a été trouvé une eau qui est similaire à l'eau des océans terrestres. Cette mesure a fait l'objet d'un article dans Nature et publié par Paul Hartog. Donc vous voyez ici le spectre de la molécule H2O en rouge avec le spectre de la molécule d'eau, ici sa contrepartie isotopique en oxygène 18. Et la surprise a été de trouver un rapport deutérium sur hydrogène 2 fois plus petit que celui des comètes du nuage de Oort et égal à la valeur des océans terrestres. Ce qu'il faut dire, c'est que ça a été un résultat plutôt inattendu parce que on pense que les comètes de la ceinture de Kuiper, en fait les comètes du nuage de Oort se sont formées plus près dans le système solaire que les comètes de la ceinture de Kuiper, et on s'attendait à ce que les comètes de la ceinture de Kuiper, donc en particulier la comète Hartley 2, aient un rapport deutérium sur hydrogène qui soit supérieur ou du moins égal à celle du nuage de Oort.
Alors suite à cette détection dans une comète de la ceinture de Kuiper, il était aussi possible d'observer, de faire une mesure avec Herschel dans une comète du nuage de Oort. Donc vous voyez ici le bilan des mesures du rapport D sur H dans le système solaire. Donc vous voyez ici les mesures dans les comètes. Vous voyez que dans le nuage de Oort, on observe une grande diversité sur le rapport D sur H, et que dans la seule comète de la ceinture de Kuiper pour laquelle on est à une mesure précise de ce rapport, on observe une valeur égale à la valeur des océans terrestres. Donc cette grande diversité en deutérium en fait implique que il y avait probablement des fortes variations du rapport deutérium sur hydrogène dans la nébuleuse solaire avant la formation des comètes, et que les comètes du nuage de Oort se sont vraisemblablement formées dans des régions distinctes. Et ce résultat est en accord avec les derniers modèles dynamiques sur la dynamique du système solaire primitif, qui en fait montre que les planètes dans le système solaire ont migré, et ceci a provoqué un mélange important des petits corps dans le système solaire, c'est-à-dire que des comètes, des objets formés à des différentes distances dans le système solaire sont peut-être maintenant dans des régions assez distinctes. Donc d'autre part, puisqu'on observe que certaines comètes ont un rapport D sur H égal à la valeur des océans, il est donc possible qu'une fraction significative des océans provienne des comètes. Et donc que certaines organiques aient été apportées par les comètes. Donc je pense que mon temps est fini. Donc je ne peux pas vous parler de cette dernière théorie qui serait un peu en accord avec la diversité qu'on observe dans les comètes. Et donc voici le résumé. Donc les comètes sont un assemblage de matériaux de type interstellaire et de matériaux formés dans les régions internes du disque. La nébuleuse solaire a subi un mélange radial extrême, transportant la matière des régions internes vers les régions extérieures du disque. La diversité de leur composition témoigne de la forte hétérogénéité du disque concernant sa composante volatile et de l'évolution dynamique du système solaire avant la formation du nuage de Oort. Et les comètes de la ceinture de Kuiper sont un réservoir potentiel d'eau terrestre et de molécules prébiotiques. Merci.